Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous sommes réunis cet après-midi pour examiner une proposition de loi issue du Sénat et adoptée en commission le 7 novembre dernier relative à l'ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP. Cette ouverture à la concurrence, elle a déjà été actée et engagée depuis la loi du 8 septembre 2009, votée dans cette enceinte en application du règlement européen dit OSP de 2007. Ce règlement, je tiens à le rappeler, ne nous imposait pas d'ouvrir nos réseaux de bus à la concurrence puisqu'il laissait deux possibilités, passer par un opérateur interne émanant de l'autorité organisatrice des mobilités ou passer par l'attribution de contrats de service public après mise en concurrence. C'est donc un choix souverain et démocratique que nous avons fait en retenant la seconde hypothèse, celle qui permet aujourd'hui à la RATP d'exporter son savoir-faire partout en Europe et qui demain devra permettre de nous offrir un réseau de transport encore plus performant et plus efficace. Ce texte ne revient pas sur ce principe et contrairement à ce que certains laissent croire à la lecture des amendements déposés, il n'est aucunement question de rouvrir ce débat. Si certains s'enferment dans une certaine forme de déni sur le sujet, le processus est d'ailleurs largement entamé puisque dès février 2022, l'allotissement du réseau de bus en 13 lots à Paris et en première couronne a été décidé par Île-de-France Mobilités et les premiers avis de concession ont été publiés dans la foulée. Cette proposition de loi ne vise pas non plus à décaler dans le temps ce processus d'ouverture à la concurrence, mais à échelonner son calendrier d'ouverture effective sur une durée maximale de 2 ans, comme cela avait été décidé en commission lors de l'examen au printemps dernier du texte de M. Peu, qui, et je le regrette, n'avait pas été présenté en séance publique dans le cadre de la niche du groupe GDR. Vous le savez, le calendrier initialement engagé dans la LOM prévoyait un grand soir au 31 décembre 2024 qui n'est ni réaliste ni souhaitable, et ce d'autant plus que cela aurait conduit à informer 19 000 agents de leur éventuel nouvel employeur en plein pendant les Jeux olympiques et paralympiques. Cette période si particulière pour notre pays verra ces agents pleinement mobilisés pour la réussite de ces événements. La faire correspondre à l'inquiétude que pourront ressentir certains de ces agents par un changement d'affectation n'est absolument pas souhaitable, tout le monde en conviendra. Je le reconnais volontiers, cette ouverture à la concurrence peut générer de l'anxiété auprès des salariés et c'est tout à fait légitime. C'est pour répondre à ces inquiétudes qu'IDFM a mandaté en février dernier messieurs Bailly et Grosset, lesquels ont émis un certain nombre de préconisations liées à l'évolution du cadre social. Cette proposition de loi les retranscrit législativement afin de garantir à tous les salariés un cadre social optimal et mieux disant que celui initialement prévu dans la LOM. Vous l'aurez donc compris, ce texte poursuit deux objectifs principaux, garantir la meilleure continuité et qualité de service pendant et après la période de transition vers l'ouverture, tout en préservant un cadre social exigeant pour les salariés concernés. Veiller à l'équité concurrentielle. L'examen en commission a complété les travaux du Sénat qui avaient permis d'aboutir à un texte déjà largement salué par les parties prenantes. Ainsi, l'article 1er a fait l'objet d'une modification visant à rétablir la période de référence pour le calcul des ETP à transférer, telle qu'elle était fixée dans le texte initial, à savoir sur la période allant de fin 2021 à début 2023. Cette rédaction répond au double impératif d'avoir une photographie assez proche du moment de bascule, tout en étant effectivement connue lors du lancement de la procédure. Cet amendement est aussi venu rétablir juridiquement les hypothèses de recours à l'attribution directe en régie ou en quasi-régie par IDFM. Cet article établit par ailleurs, entre autres, le principe selon lequel le transfert des agents ne s'opérera plus ligne par ligne, mais par centre-bus. À cette règle de principe s'ajoute un mécanisme d'appel à volontariat confié à IDFM pour ajuster d'éventuels déséquilibres d'effectifs entre centre-bus. Il permet aussi l'extension du bénéfice des garanties sociales à tous les salariés transférés pour combler les angles morts laissés dans la LOM, notamment pour les salariés transférés en régie ou quasi-régie à IDFM. En lien avec ces dispositions, l'article 6, non modifié sur le fond en commission, vise à proroger le mandat des représentants du personnel de la RATP jusqu'à la fin de la période d'ouverture progressive à la concurrence du réseau de bus, et ce afin d'assurer un dialogue social continu pendant la transition. Déjà largement évoqué, l'article 4 de cette PPL permet à IDFM d'échelonner le calendrier d'ouverture effective à la concurrence pendant une durée maximale de 2 ans par rapport à la date initialement fixée par le législateur, à savoir entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026. De même, l'article 5 prévoit le report
pendant une période transitoire de 15 mois, de l'application pleine et entière du cadre social territorialisé. Il s'agit ainsi de laisser aux opérateurs le temps de recruter les 500 à 700 agents nécessaires à la mise en œuvre de la disposition du CST qui prévoit une amplitude horaire journalière maximale de 11 heures pour les services en 2 fois, alors qu'actuellement, cette amplitude maximale est de 13 heures à la RATP. 2 autres articles, les articles 2 et 8, concernent Île-de-France Mobilité, modifiés en commission afin d'éviter un doublon apparu en séance publique au Sénat. L'article 2 permet d'élargir les possibilités de recrutement d'IDFM à des salariés de droit privé afin de mieux répondre à la diversification et à la complexification de ses missions. L'article 8, quant à lui, autorise la représentation au sein du conseil d'administration d'IDFM des organisations représentatives des employeurs en son sein, lesquels restent les premiers financeurs du réseau de transport public dans la région. Au final, la principale modification apportée au texte du Sénat par la Commission consiste en l'adoption de 2 amendements de M. Vattin aux articles 1er et 3 qui ont acté le principe du retrait de la compétence conférée par la LOM à l'autorité de régulation des transports relative au règlement des litiges éventuels entre IDFM et la RATP sur le calcul du nombre de salariés transférés. Ce retrait, il se justifie pour 2 raisons. La première, c'est que le transport public routier de personnes en région Île-de-France, ou pour le dire autrement, les bus de la RATP, ne font pas partie du champ d'action de l'ART. Elle estime ainsi que rien ne lui procure une légitimité supplémentaire par rapport au juge commun pour arbitrer ce type de conflit. La seconde, c'est qu'elle considère aujourd'hui ne pas avoir les ressources et les compétences suffisantes pour jouer efficacement ce rôle sans nuire à ses autres missions. Consciente de ces difficultés, la Commission a donc, dans sa grande sagesse, choisi de revenir sur les dispositions adoptées en 2019 dans la LOM et de ne pas exposer la crédibilité de l'ART, alors même que son expertise est reconnue par tous, y compris en dehors de nos frontières. Au final, avec cette proposition de loi, le législateur est au rendez-vous de la réussite de l'ouverture à la concurrence du réseau de bus de la RATP. Et je le dis en toute franchise, j'attends de tous les acteurs concernés le même niveau de responsabilité et d'engagement pour que celle-ci soit une réussite pleine et entière, à commencer par l'autorité organisatrice qu'est Île-de-France Mobilité. Je vais être très clair et ainsi d'ailleurs répondre à un certain nombre d'amendements déposés. L'État n'a pas vocation à se substituer à Île-de-France Mobilité. Avec le vote de la LOM et d'ici quelques heures, j'espère, de cette PPL, nous jouons notre rôle et je sais, Monsieur le Ministre, que vos services sont aussi pleinement mobilisés pour que les décrets soient publiés en temps et en heure. Un cadre législatif et réglementaire stable et protecteur sera donc fixé dans les prochaines semaines. À ce stade, la responsabilité de la réussite de cette ouverture à la concurrence reposera donc sur les épaules de l'autorité organisatrice. Les nombreux adeptes de la décentralisation qui siègent ici ne me contrediront pas. Je l'ai rappelé, la loi ORTF a été votée il y a 14 ans. La région Île-de-France est dirigée depuis 8 ans par une majorité très favorable à l'ouverture à la concurrence et malgré cela, des incertitudes perdurent sur sa mise en œuvre opérationnelle. Il est temps de les lever au plus vite. Les discours vont devoir maintenant laisser la place aux actes. Je veux par exemple parler du Centre de régulation et d'information voyageurs, dont l'avenir est encore très incertain alors que sa mission est essentielle. Le CRIF s'est montré depuis 10 ans particulièrement efficace pour maintenir la continuité du service et garantir la sécurité des agents et du public. Sa mission sera d'autant plus précieuse pour coordonner plusieurs opérateurs sur plusieurs lots. Il est ainsi indispensable que l'autorité organisatrice anticipe avec force et volontarisme la prise en charge de cet outil sur lequel elle doit garder, à mon sens, une compétence étendue plutôt que de diluer la responsabilité de décisions complexes et urgentes entre une multitude d'acteurs. L'exemple de l'ouverture à la concurrence d'Optile, qui, sans être la catastrophe que certains s'amusent à décrire, n'a pas été sans heurts, doit nous éclairer pour la suite. L'État répond présent, il est aux côtés d'IDFM pour la réussite de cette nouvelle phase d'ouverture à la concurrence. J'invite donc l'autorité organisatrice à rapidement lever les doutes qui subsistent pour rassurer tous les acteurs concernés, à commencer par les usagers. Avant de conclure, je veux bien sûr remercier nos collègues du Sénat, à commencer par l'auteur de cette PPL, Vincent Capo-Canellas, et le rapporteur Franck Dersin. Je veux aussi remercier les administratrices, administrateurs et commissaires de la DDAT pour la qualité des débats que nous avons eus en commission sur ce texte. Et au-delà, je peux au moins vous reconnaître une constance louable sur le sujet. Nous y reviendrons, je n'en doute pas. Je vous remercie.